Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous avec ce plateau qui va essayer de faire le décryptage du vote rejet effectué par le Parlement le 4 avril dernier par rapport à la recevabilité du projet de révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, c'est derrière moi. Ainsi parlait le 8 avril dernier le président de la République, 4 jours après le rejet par le Parlement de la recevabilité du projet présidentiel de révision de la Constitution. Patrice Talon renonce à le réintroduire au Parlement et rabat les cartes par rapport à sa promesse de mandat unique, l'un des points clés du projet rejeté. En 2021, on avisera, s'est-il empressé d'ajouter, décider le chef de l'État à faire désormais résolument de la politique. Quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer, les implications par rapport à la classe politique béninoise? Quels ont été les enjeux qui ont présidé au vote du rejet du projet de révision de la Constitution, sinon de sa recevabilité? Pour essayer de répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons invité 2 parlementaires des 2 camps ce soir, pour et contre, et un modérateur. Et là, ce soir, ils ne seront que 2 sur ce plateau. Il s'agit de l'honorable Orden Aladatin qui représente, il est député du parti Alternative Citoyenne, il est de la majorité présidentielle. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir, pardon, je vous attribue du maître. Bonsoir, cher honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous avez répondu aussitôt pour essayer de venir apporter des éléments d'explication par rapport au vote, de rejet qu'il y a eu, au contexte du vote et aux implications que ce vote peut donner éventuellement au niveau de la classe politique. Tout à fait, parce que je pense que le public a besoin de clarification et toutes les occasions sont bonnes pour essayer d'expliquer les choses à notre public. Merci. Juste à ma droite, vous voyez, constater le fauteuil vide qui est juste à ma droite. Ce fauteuil était réservé à l'un des parlementaires, des 22 parlementaires qui ont voté contre votre projet, le projet que vous avez soutenu, le projet de révision constitutionnelle, en tout cas sa recevabilité, y compris le député qui a voté l'abstention. Toutes nos tentatives sont restées vaines jusqu'aux dernières minutes avant de monter sur ce plateau. Vous aurez donc, pour essayer de modérer, d'apporter une certaine hauteur, peut-être un regard indépendant sur ce vote et les éventuelles implications, Maître Abraham Zinroué, ancien ministre de la Justice du Bénin. Vous avez été également, Maître Abraham Zinroué, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Tout à fait. Merci beaucoup de partager avec nous vos regards sur les questions qu'appelle le vote rejet de l'examen du projet de révision constitutionnelle ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, il y a, disons, le 4 avril dernier, 22 députés ont voté contre, 60 pour et une abstention. Voici donc la photographie, voilà plutôt la photographie du vote par lequel le Parlement a mis un coup d'arrêt au projet de révision de la Constitution proposé par le chef de l'État. Aucune chance de voir donc ce projet examiné, aucune chance. Aucune chance. Alors dites-nous, avant que je vous permette peut-être de réagir, de nous donner vos sentiments, comment vous avez réagi et nous expliquer le contexte dans lequel au Parlement ce vote a pu intervenir, vous faisant rater des 3/4 qui auraient pu vous permettre, 3/4 des votes, qui auraient pu vous permettre d'examiner, tout au moins d'ouvrir le projet, de l'examiner, avant peut-être de le rejeter ou de l'amender. On va repartir au 4 avril au Parlement pour suivre le compte rendu qu'en a fait l'un de nos reporters qui était au Parlement, Guillaume Avienne. Cela s'est joué à 2 voix près. Le projet de modification de la Constitution du 11 décembre 1990, introduit au Parlement par l'exécutif, vient d'être rejeté à 60 voix pour, 22 contre et 1 abstention. Les députés favorables à la recevabilité du document n'ont en effet pas pu rallier à leur cause les 3/4 du Parlement requis, au grand soulagement des manifestants postés devant l'hémicycle depuis ce lundi. C'est la victoire des travailleurs. Une victoire du peuple qui se justifie, pense-t-on, dans le rang de ceux qui ont voté contre la recevabilité. Notre constitution, on doit la toucher. Mais il faut que cela soit dans un cadre de consensus large
Il faut que cela soit dans une atmosphère qui rassure le peuple. Si nous pouvons rentrer tranquillement aujourd'hui, c'est grâce à nous. Parce que la foule qui attendait, je me demande où est-ce qu'on allait rentrer si éventuellement on n'avait pas sauvé la foule. Si nous constatons que les dispositions, que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont respectés, je crois qu'il est normal qu'on accède et qu'on puisse faire des amendements. Pour les députés favorables au franchissement de la première étape dans le processus devant conduire à l'étude du document, la minorité qui vient de dicter sa loi à la majorité semble mal inspirée. Moi j'ai voté le oui, je l'assume. Si ça reprend, je fais la même chose. Et c'est à moi de m'expliquer à la base pourquoi j'ai voté oui. Je ne suis pas un homme qui fuit sa responsabilité. Je suis un peu malheureux pour ce peuple-là à qui on a laissé croire que c'est en rejetant ce projet-là qu'il aura à manger tout de suite. La plaie a été béante. Nous sommes venus au pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Nous avons souhaité qu'on pouvait prendre en considération ce projet de loi, l'analyser, l'étudier, l'amender et faire au besoin le vote. Mais d'autres ont estimé qu'il fallait refaire autrement. Après ce rejet, le gouvernement dispose de 3 mois francs pour réintroduire son projet au Parlement avec ou sans les amendements des parlementaires et sachants. Eh bien, le chef de l'État, 4 jours après, a décidé de ne plus en parler. On a entendu les clameurs de ceux qui étaient contre ce projet de révision, ceux des mouvements qui se sont dressés et qui ont beaucoup sensibilisé l'opinion contre le projet. On a entendu aussi un certain nombre de députés qui ont voté contre, parmi ceux qu'on a essayé d'inviter sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? On a même entendu voter contre le projet des députés émanant de vos rangs. Qu'est-ce qui s'est passé, honorable Ordena Ladante? On ne peut pas comprendre tout ce qui s'est passé. Nous-mêmes, nous avons été surpris par le sens de certains votes. Il y a des votes auxquels on s'attendait. Quand vous analysez les prises de position au Parlement, les débats qui ont tourné autour donc, de ce projet gouvernemental, on pourrait connaître quelques positions, mais nous pourtant vous étiez très rassuré. Non, je pense à cette étape-là, oui, quand même, à cette étape-là, parce que le projet, à cette étape-là, devrait être pris en considération ou non. Nous avions espéré que cela soit fait, que l'on puisse prendre en considération le projet. Nous savions qu'au niveau donc, de l'étude au fond du projet gouvernemental, qu'il y aurait des discussions. Et on connaît les points de vue sur certaines questions majeures. Et nous étions prêts à faire les débats. Mais on ne s'attendait pas à ce que la sanction politique puisse intervenir. Alors, c'est une sanction politique qui est intervenue. Au niveau de la commission des lois, ce projet-là a été adopté presque à l'unanimité des commissaires, sauf une voix au niveau de la commission. Il n'y a pas eu de débat majeur. Nous avons discuté de deux sujets sur la laïcité, parce que certains ont estimé qu'en introduisant dans le projet la reconnaissance de la chefferie traditionnelle, que c'était quand même une entrave à la laïcité, ou bien c'était consacrer les religions animistes comme religion d'État. C'est presque le seul débat de fond qu'on a eu au niveau de la commission des lois. Il y a une autre qui pouvait annoncer éventuellement l'imminence ou l'éventualité de ce vote rejet. Un honorable a estimé qu'il fallait introduire dans notre rapport que, donc, à la phase de l'étude du document, que l'on puisse interroger et recevoir, tel qu'on a l'habitude de le faire pour l'adoption du vote de budget, les différentes composantes de la nation. Et je pense qu'après tout le monde a dit oui, que c'était opportun, qu'on allait le faire, mais que ce n'était pas à cette phase-là qu'il fallait introduire cette donne-là dans le rapport. Donc on ne s'attendait pas à ce que certaines personnes, par exemple, qui ont voté oui, sans vraiment aucune résistance au niveau de la commission des lois, puissent retourner le sens de leur vote au niveau de la plénière. Et si on essayait de
parler peut-être, dont vous ne savez pas véritablement dans les coulisses des tractations éventuelles qui se sont déroulées à l'Assemblée, dans l'enceinte du Parlement, au lieu de politique, d'intrigue politique. Rien n'annonçait véritablement cela apparemment à vous écouter, ni même dans les discussions. Rien n'annonçait cela, mais comme nous sommes entre nous, à partir de la suspension, je pense qu'il y a eu des coups de fil qui sont intervenus au cœur du Parlement. Et à partir de cet instant, on a commencé par avoir quelques dissonances et puis ceci s'est confirmé au niveau du vote. Est-ce que vous pensez que vous avez péché à votre niveau par trop d'assurance, de sérénité, de naïveté ou de confiance en vous-même, ou c'est quoi? C'est la procédure d'urgence avec laquelle le chef d'État a introduit le projet de révision au Parlement, ou est-ce que c'est parce que des consultations avec les différents groupes politiques, les partis politiques se sont déroulées à l'ombre du débat public? Qu'est-ce qui a, selon vous... Pour ce que je sais, il y a eu ce projet du président de la République, déjà candidat à la présidentielle. Nous avons été au vote, mais son projet a prospéré. Il y a certains dans le départ qui n'étaient pas pour ce projet. Ces personnes-là ont leur représentation aussi au Parlement, parce que nous sommes en politique. C'est une première catégorie de personnes, par exemple. Il y a une autre catégorie de personnes qui, par rapport peut-être à des considérations particulières, vous savez, la politique au Parlement aussi, c'est une question donc de grand jeu d'intérêt, la politique partisane. Quand je dis intérêt, ce n'est pas nécessairement des intérêts matériels tels que les populations l'entendent. C'est un haut lieu de discussion, de négociation politique basée sur des intérêts partisans. Et de ce point de vue, il peut y avoir des frustrations qui se sont exprimées d'une manière ou d'une autre. D'accord. Mais nous ne nous étions pas, moi personnellement, je ne m'attendais pas qu'à cette étape-là, le processus fût arrêté. Je ne m'attendais pas. Je savais que les discussions seraient nourries sur certains aspects précis. Et puis, pour ce qui... Vous attendiez à des débats très vifs au cas où le projet passerait au débat général. Moi, pour ce qui me concerne, je me demandais déjà sur quel point, par exemple, je pouvais faire des concessions par rapport à vos contradicteurs. Moi, j'ai mes convictions par rapport au projet. J'ai mes certitudes par rapport au projet. J'ai mes questionnements par rapport au projet. Et dans tout cela, lorsque vous écoutez les autres, ça vous illumine. Par exemple, quand on va revenir sur les éléments de contenu, parce qu'il y a un certain nombre d'axes autour desquels je souhaite qu'on analyse, on examine les raisons, les ressorts qui ont pu amener à ce vote rejet de l'examen même de la recevabilité, par exemple le contexte sociopolitique, je pense que les raisons partisanes, le contenu. Contre le projet politique du président Patrice Talon. Si vous permettez, je vais demander le regard de Maître Abraham Zinro. Vous êtes un acteur de la justice avec beaucoup d'expérience. Vous avez vécu avant même ce régime des tentatives de révision de notre Constitution, des tentatives qui n'ont pas prospéré. Je voudrais vous demander, est-ce que déjà au niveau de la tentative, la manière, la procédure d'examen ou la procédure d'urgence par laquelle le chef d'État a demandé que son projet de révision soit examiné au Parlement, le contexte social, sociopolitique dans lequel on baignait au moment où cette action a été initiée, les consultations, les débats, parce que beaucoup de contradicteurs se sont plaints qu'il n'y ait pas eu suffisamment de débats. Est-ce que vous pensez qu'il y avait déjà là les prémices de ce vote rejet qu'on a vu au Parlement? Je voudrais d'abord respecter le vote émis par les uns et les autres. Ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre, je voudrais respecter leur vote. Nous sommes en démocratie et le vote a quelque chose de mythique et de mystique. Tant qu'il n'est pas formé, tant qu'il n'est pas formulé, il y ça un doute, une incertitude. L'honorable était tel qu'il voyait les choses, ça devait passer, mais ça n'a pas passé. Donc ça veut dire qu'en matière de vote, il y a toujours une part d'incertitude jusqu'à ce que le vote soit formulé, soit formé.
Donc c'est ce qu'on peut, par rapport à ce qu'il a dit. Mais en même temps, on aurait pu être étonné par rapport à un projet sur la question du principe de la nécessité devenu presque consensuel, unanime dans le pays, de réviser notre constitution. Non, ce n'est pas aussi simple. Hein. Vous savez, moi j'avais écrit un petit papier en 2003 sur un préalable à toute modification de la Constitution. C'est un petit papier de 2 pages où j'essaie donc de montrer un peu la démarche. Il faut une commission, hein, quelle que soit cette commission assez variée, comprenant des composants divers, juristes, sociologues, historiens, etc., etc. Et qu'après cela, il faut distinguer 2 types de questions. Hein, les questions techniques qui ne posent pas souvent de problèmes et des questions de nature politique qui posent nécessairement 2 questions. Ça fait 1 an que le président Talon est au pouvoir. Quand il est arrivé, quand il était en état de grâce, si c'est en ce moment, ce vote-là aurait passé. Et j'ai suivi les populations. L'état de grâce, selon vous, c'est quoi? C'est 3 mois, dans les 3 premiers mois? Je peux dire les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois. Avant que les problèmes de gouvernance commençaient à se poser. Et j'ai vu son mouvement, il voulait aller vers les populations et il y a eu des gens qui ont dit « Ah non, vous ne pouvez pas aller en référendum ». Même la haute juridiction, de façon indirecte, a même rappelé à l'ordre pour dire il faut suivre la procédure prévue par la Constitution. Il faut d'abord aller devant les députés. Alors, donc ça, c'est un premier élément. Il y a eu ce qu'il y a eu. Vous savez que le nouveau départ, c'est une coalition d'un certain nombre de personnalités, dont le 3e sur la liste, le président Adjavon. Et vous savez que nous sommes en politique. Dès qu'il y a eu cet événement, les difficultés entre le président Adjavon et le président Talon, il y avait déjà là un tournant dans le nouveau départ. Il y a déjà un tournant. 6 mois après, il y avait un problème. La redistribution des cartes de politique, des soutiens ou des défections. Il y a un tournant. Et ensuite, les actes de gouvernance qui ont été posés par le pouvoir, notamment la libération d'espaces publics, il y a la question de lutte contre les médicaments illicites ou vendus illégalement. C'était des actes de gouvernance qui ont eu des répercussions politiques, qui ont eu des traductions dans ce vote-là. Parce que si on veut décrypter ce vote-là, les 22 plus 1, il aurait fallu prendre le parcours de chacun de ces 22 plus 1, leur parcours, depuis qu'ils sont à l'Assemblée, depuis le renouveau démocratique, et quelles ont été les évolutions pour faire. On n'a pas ce temps-là, mais on peut globalement, on peut globaliser pour dire, bon, il y a un régime qui vient de partir, qui voulait faire également une révision et qui n'a pas pu. Donc, il y a des députés qui sont avec le leader de ce régime, la FCBE. Donc, il y a certainement un noyau FCBE, quel que soit le contenu. L'honorable a parlé d'amendement, qu'il y ait amendement ou non, il y a un noyau qui s'opposerait à cette révision, par principe, parce que c'est politique. Vous prenez peut-être une revanche. Bon, on peut prendre comme on peut prendre, mais nous sommes au Bénin. Nous avons l'habitude de dire ce que je n'ai pas pu faire, l'autre ne le fera pas. Donc, il y a ce noyau-là. Je ne sais pas combien ils sont. Je viens de vous parler de cette difficulté intervenue entre le président Adjavon et le président Talon. Le président Adjavon a certainement des soutiens des députés qui l'ont suivi durant la campagne, qui ont exprimé leur position. Leur leader ne peut pas être en difficulté et qui puisse vraiment
apporter un soutien, ça peut être également une position politique. La libération des espaces publics. Vous avez vu, vous avez entendu des députés intervenir au moment où même ça se faisait. On a écouté des personnalités qui officiellement ont pris position contre et qui, quelques mois, devaient exprimer un vote, on retrouverait dedans. Il y a aussi des personnalités par rapport à la lutte contre des médicaments. Donc, c'est autant... Tout un cocktail de facteurs. Parce que ce que j'ai observé, l'onde de choc qu'il y a eu après le vote, cette onde de choc a traversé presque, je dis presque, tous les groupes parlementaires. A traversé presque tous les groupes parlementaires. C'est ça qui dit, bon, il y a des votes incompréhensibles, des gens qui devraient voter pour, à un moment donné, ont voté contre. Donc, ça veut dire que c'était un vote politique. On ne peut pas donner un autre sens. Il y a évidemment des prétextes, hein. Il y a des analyses qui ont été faites par des sachants que certains députés ont repris à leur compte, mais au fond, c'est des votes politiques, c'est un coup politique pour marquer un coup politique, montrer au président que nous sommes en politique. Et en politique, il faut compter avec les politiques. Ça, c'est le premier décryptage qu'on peut faire. C'est un coup politique et il faut compter avec les politiques. Est-ce que, au regard de ces analyses et avec le recul, vous avez pris la mesure de l'impact que le contexte a pu avoir sur le vote des députés pour qu'on arrive au rejet de l'examen, notamment le contexte social créé déjà par les opérations de libération de l'espace public, opération qui a laissé sur le carreau pas mal de familles qui vivaient un peu des petits commerces sur les abords des voies et des espaces qui ont été dégagés, le commerce illicite des médicaments. Il n'y avait pas de mesures alternatives aussitôt offerte aux populations. Et puis, il y a eu des événements politiques quand même majeurs. La distance prise par Adiavon, un important soutien au chef de l'État, dont certains partisans sont représentés au gouvernement, au Parlement également. Et puis, quand même, candidat Zanaï, qui est parti du gouvernement également. Tout ça, est-ce que tout ça, ça n'a pas compté? Je pense que tout cela a contribué à brouiller un peu le débat sur le contenu même du projet. Vous aurez pu peut-être ajourner oui, c'est ça la question essentielle que l'on pourrait se poser. Mais face à cela, il faut ajouter un facteur. Le facteur selon lequel il y a eu beaucoup de désinformation sur le contenu même du projet. Et ça, il faut intégrer ce facteur dans l'analyse. Je pense que beaucoup ont opiné sur un projet qui était tout sauf le projet qui est arrivé sur la table des députés. On pourrait en parler, hein, on peut y aller. Donc moi je pense que tous ces éléments ont pu contribuer. Quand moi je suis allé vers les électeurs, comme je suis allé vers les électeurs à Cotonou par exemple, sur de la 16e, c'est très clair que les électeurs n'étaient pas très heureux, n'étaient pas très contents. Mais les électeurs n'ont pas dit qu'ils étaient contre le projet de révision, ni contre le contenu. Ils ont dit de façon expresse, ce n'est pas notre affaire. Nous avons aujourd'hui des préoccupations existentielles et ça n'est pas notre affaire. Et ça, on l'a très bien compris, on l'a très bien intégré. Mais la question qu'il faut se poser, c'est une préoccupation essentielle, c'est une préoccupation juste, vraie. Et je pense que le président de la République, en venant au pouvoir, savait que la première année, voire les 18 premiers mois, seront très difficiles pour chacun d'entre nous, compte tenu donc des réformes et de quelques éléments de rupture qu'il entendait quand même imprimer. Il le savait. Donc le fait que les populations ne soient pas contentes, ce n'est pas quelque chose qui a surpris. Et le président de la République savait que la première année, il serait impopulaire. Ça, il le savait. Mais c'est comme si le gouvernement s'est fait de l'autoflagellation, parce que sachant qu'il avait ce projet, pourquoi lancer alors des opérations qui ont fâché? Le problème, c'est cela. Alors, quel message nous voulons donner aux politiques? Un message donc d'hypocrisie? Parce qu'autrement, ce que certaines personnes sont en train d'indiquer au président de la République, c'est quoi? Sachant donc qu'il y aurait ce projet-là qui sera introduit,
Lorsque le gouvernement sait donc qu'il faut déclencher une lutte contre les produits prohibés, il faut le différer simplement, quitte à laisser passer la réforme constitutionnelle. Mais c'est jouer avec l'opinion, c'est jouer avec le peuple. Peut-être qu'on nous dira que c'est ça aussi la politique, malheureusement. Vous avez donc le président de la République qui dit « Je vais dans un langage de vérité avec mon peuple, je leur dis ce qu'il faut et c'est pour ça que vous avez vu le pouvoir et le gouvernement ne sont pas entrés dans le populisme. Vous observez les membres du gouvernement, à part quelques personnes qui sont allées au front par rapport à ce projet, les autres ministres sont restés dans leur département, concentrés sur les préoccupations de leur ministère. Alors que c'était un projet hautement politique, par exemple. Mais en termes d'opportunité du moment, du temps politique pour engager... je sais que c'est difficile. Les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois auraient pu permettre de lancer le projet, quitte à faire après les opérations de libération, etc. Cher ami, moi, le jour de la proclamation des résultats, ou le jour de l'investiture, je pense, j'étais sur ce plateau avec un représentant, je pense, du candidat Lionel Zinsou. J'étais assis ici et il était à côté de moi. Et c'est déjà ce jour-là qu'il nous a dit que les préoccupations essentielles, c'était les préoccupations de survie, que ce n'étaient pas les réformes politiques qui intéressaient les populations. Il a dit, on a posé le débat de savoir même où est-ce qu'on trouverait l'argent même pour organiser toutes ces consultations autour de la Constitution et des réformes. Ça s'est dit sur ce plateau, par exemple. C'est ça la question essentielle. Donc quand vous prenez le pouvoir, où tout est difficile, où vous découvrez que vraiment c'est difficile, je ne vais pas dans les détails, je pense que les membres du gouvernement sont mieux outillés pour développer cela, parce que quand le gouvernement va nous présenter son premier budget, tout ce qui a été discuté autour, et toutes tendances confondues, nous avons remarqué que nous nous portions très mal, et que le pays allait très mal. Quand vous héritez donc d'un pays dans cet état-là, vous avez beau avoir votre projet politique de réforme et tout, vous faites attention. Et vous faites attention aux préoccupations qui vous assaillent, aux questions urgentes qui se posent à vous. À partir de cet instant, il a fallu mobiliser donc du financement, 2010 milliards quand même, ça se mobilise, pour que le premier budget du gouvernement de nouveau départ soit monté et sécurisé. Donc il a fallu monter le PAG. Aujourd'hui, le camp présidentiel a tiré les leçons. Je pense que tous ces éléments-là ont dû différer le timing même du président de la République et de son gouvernement par rapport à l'introduction du projet. Et les Béninois avaient déjà commencé, même pas à s'inquiéter, pour dire, ouais, ben là, le président de la République a commencé par prendre gros pouvoir, et c'est pour ça que son projet de réforme, il ne nous l'introduit plus. Mais le problème qui se pose, et je vais finir sur ce volet avec ça, c'est-à-dire que si nous prenons le temps, dans 2 ans exactement aujourd'hui, nous aurons les élections législatives. Dans 3 ans, nous aurons les élections municipales et communales. Et dans 4 ans, nous aurons les présidentielles. Alors, quand le problème se pose ainsi, les préoccupations existentielles, matérielles des populations, face à la contrainte calendaire, parce que si on ne le fait pas maintenant, on risque d'être taxé de vouloir faire une révision opportuniste aussi après. Quand vous êtes tenu par cela, qu'est-ce que vous faites? La voix donc du Parlement. Le Parlement peut donc discuter et le gouvernement va se concentrer sur les problèmes existentiels. Et je vous ai dit que je n'ai pas vu tous les ministres vraiment aller dans leur village, aller donc sur les médias, aller défendre ce projet. Certainement donc qu'ils étaient en train de régler les préoccupations donc de nos populations. Voilà le choix, à mon avis. Et l'instant du débat. Sans tenir compte aussi de l'impact ou de l'effet contre-productif de la communication minimaliste. Minimaliste, oui, ça a dû négativement impacter. Il semble aussi que vous n'avez pas tellement pris la mesure de la capacité de blocage, d'opposition de ce que je peux appeler les belligérants yaïstes qui ont décidé ainsi de prendre la revanche sur le tombeur talon du combat électoral, du combat présidentiel. Sur la question, et c'est pour ça que vous l'avez offert sur un plateau d'or. J'ai compris votre question. Mais sur la question, moi, je me suis surpris en train de répéter le président de la République par son souci de faire de son mandat un mandat de transition. Vous voyez? Et sa gestion du Parlement,
C'est une gestion de bon père de famille. Et nous, qui sommes les premiers soutiens du président Patrice Talon, il y a beaucoup de frustration aussi dans nos rangs. Je peux vous dire que beaucoup de députés se disent, mais au fait, c'est nous qui avons combattu. J'ai surpris les députés en train de dire, mais la première fois que dans ce Parlement, on a appelé le nom de Patrice Talon, on a failli être lynché par les pères. Et quand c'est comme ça, vous avez le même accès au président de la République. Il n'y a pas de traitement différentiel selon qu'on est FCBE ou Union fait la nation ou PRD. Et chacun se trouve en train de se demander, mais quel est l'ancrage politique donc du président de la République au Parlement? C'est donc qu'il doit traiter tout le monde avec équidistance. C'est dans cet esprit et dans cette psychologie que nous étions, et avec le président de la République. Et par rapport à ce projet-là, moi, mon groupe parlementaire a été reçu par le président de la République, et c'est lui-même qui avait son stylo, et nous a lu article par article son projet, que nous avons amendé. Je me rappelle, il y a un amendement, je n'irai pas dans les détails, qui a été porté, et sur le champ, le président de la République a demandé qu'on introduise donc cet amendement-là. Et donc tous les groupes parlementaires ont été reçus par le président de la République, et il leur a exposé. Vous savez, quand les gens disent non, certains sont alignés et tout, quand vous écoutez le président de la République, qu'il vous explique les motivations, qu'il vous explique le contenu, parfois, vous faites des idées sans aller au contenu, sans aller au fond. Alors, comment vous expliquez sur la question justement des attitudes, des postures partisanes que des députés FCBE aient soutenu, aient voté oui, et que dans vos rangs, il s'en est trouvé des acteurs, des députés pour voter contre? Quand vous dites dans nos rangs, il faut relativiser. Alors, nous sommes venus des élections. Ce méli-mélo? Non, c'est pas, il faut comprendre. Vous avez, les élections sont passées il y a juste un an. Hein. Toutes les plaies ne sont pas encore cicatrisées, qu'on le veuille ou non. Je pense que ce qu'on est en train d'obtenir au Parlement en termes de cohésion est dû à deux facteurs essentiels. À la manière du président du Parlement de gérer donc les députés, d'accord, sans vraiment parti pris. Et vous avez vu, à l'occasion du vote de son rapport, tout le monde a été unanime pour dire, Monsieur le Président du Parlement, vous dirigez le Parlement vraiment en bon père de famille. Quand vous ajoutez à ça la psychologie du chef de l'État, qui consiste à dire, mais moi je veux baliser le terrain, je veux mettre une fondation qui va réguler notre société pour l'avenir, alors en le faisant, si je fais un pouvoir partisan de façon criade, ça va enrhumer mon projet politique. Je pense que c'est ça son esprit. Mais lui, il était donc dans cette prédisposition d'esprit. Et vous comprenez que quand vous êtes dans cette prédisposition et que le vote se manifeste tel qu'il a été, sans donner l'occasion d'aller dans le détail même des propositions, c'est une sanction politique. Et il faut en tirer les conséquences politiques. La sanction politique ne s'est pas déroulée seulement au Parlement. Elle a été précédée, même avant le vote des députés, par la prise de position d'un certain nombre de personnalités, telles que le professeur Albert Tevoidre, ancien ministre, ancien médiateur auprès du président de la République, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, que vous connaissez très bien, Maître Abraham Zindrou. Est-ce que vous avez compris leur posture hostile à ce projet de révision constitutionnelle? Vous savez, cette constitution a une charge émotionnelle. Ils ont été les acteurs de la conférence nationale. Moi, je vous ai dit, le petit papier que j'ai écrit en 2003, les gens ont interprété cela comme une tentative d'ouvrir le processus de révision, et peut-être que je le faisais pour permettre à mon mentor, vous venez de dire le président Soglo, qu'on le ramène dans le débat pour la question. Alors que ça veut dire que toute tentative de réviser cette constitution est suspectée. Est suspectée. Je vous ai dit en 2003. Et après ça, j'ai eu un débat sur une chaîne à l'entrée de Boycon, là, à droite, là, Bénopole, je ne sais pas, télévision, avec le professeur
Donc pas nous. Je n'étais pas encore ministre de la Justice, je n'étais pas aussi ministre de la Justice. Bon, moi, on a eu un débat où je vous parlais de révision technique qui ne poserait pas de problème. Mais dès que c'est une révision qui porte sur des questions politiques, l'âge, le mandat, etc., le régime politique, il y a problème. Donc, il y a une charge émotionnelle. Ça veut dire que si une révision doit être faite, indépendamment des contingences, les Béninois veulent voir, entendre ce qu'il y a. La procédure qui a été faite, compte tenu du contexte que l'honorable vient d'expliquer, les difficultés pour aller, n'est-ce pas, vers la masse, etc., les consultations populaires, tout ça, et la gestion de l'Assemblée telle qu'elle se faisait, et qu'à ce niveau, pour beaucoup de gens, c'est comme s'il y avait une complicité malveillante entre l'exécutif et le Parlement. Les gens ont perçu ça comme ça. Les populations ont perçu, enfin, certaines populations. Je viens de vous décrypter un peu pour dire que ceux qui ont voté non, les catégories de personnes qu'il faut voir. Les consultations qui ont eu peut-être le tort n'avoir pas été aussi médiatisées. C'est ça, il y en a eu, mais les gens n'ont pas vu. Entrer dans la politique spectacle dont ils se méfient. Les gens ont des habitudes, ces populations ont des habitudes. Il y a leur demande sociale, comme vient de le montrer l'honorable, qui était forte, cette demande sociale-là, en plus de cela, et qu'on veuille toucher à ce, je ne dirais pas, ce fétiche, et qu'il ne soit pas associé. Il y a des forces qui estiment que là, on dit quand c'est flou, il y a un loup. Donc les gens, de façon, on peut imaginer qu'il se passe des choses. Je crois que la communication a manqué, et l'honorable a reconnu. Une affaire de cette envergure, c'est une démarche inclusive, participative. Sinon, les gens vous taxent, vous suspectent tout de suite. Je vous ai dit 2 pages, hein, c'est là, 2 pages, en 2003, que j'ai refilé le 9 février 2014, pour dire un préalable à tout débat sérieux et rigoureux sur la révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Ce papier est sorti, j'ai vu dans des journaux, mais il veut faire revenir son mentor, c'est pour ça. Mais c'est toute tentative, vous parlez de ça, c'est suspecté. C'est suspect. C'est suspect. La communication a eu la vertu de prêter à la démarche du chef de l'État de la transparence et peut-être rassurer. Parlant de transparence, le chef de l'État, quand on l'a reçu ici sur la télévision nationale pour évoquer cette question et sa réaction, il a évoqué pour sa part le ressort des mains visibles. On s'attendait à ce qu'il parle de mains invisibles. Et au Parlement, on a entendu l'honorable Rosine Vira-Soglo parler du rôle que l'argent a pu jouer. C'est peut-être des mêmes choses que parlait le chef de l'État en parlant de mains visibles. Non, je pense que le chef de l'État lui-même... Vous avez le sentiment que l'argent a joué un rôle important, a influencé le vote? À l'occasion de son investiture, a dit clairement qu'il faut diminuer le rôle de l'argent en politique chez nous. Il en est conscient. Un peu avant lui, le président Humbigi a parlé de télécommande. C'est en l'absence du financement public des partis politiques. Vous savez, la politique coûte très cher au Bénin. Et les populations ont une mauvaise perception du député. Le député, c'est lui qui a assailli par rapport à toutes les préoccupations. Les gens pensent que le député devrait être à mesure de leur donner avoir une caisse sociale pour régler des problèmes de survie. Et c'est douloureux, c'est difficile. Peut-être parce que vous faites aussi beaucoup de promesses sur le terrain pendant les campagnes. Mais revenons à la question. Est-ce que l'argent joue un rôle particulier sur ce vote de rejet? Ce n'est pas, moi je ne peux pas savoir. Je sais simplement qu'il y a eu des coups de fil. D'accord? Je n'ai pas vu l'argent. Je sais qu'il y a eu des coups de fil, surtout à la suspension. Il y a eu des coups de fil. Bon, c'est normal à l'Assemblée. C'est normal, nous sommes en politique. C'est pourquoi je ne vais pas plus loin que ça. Je ne vais pas plus loin que ça parce que je me refuse de véhiculer que le député béninois soit corrompu et que tout soit déterminé par l'argent au Parlement. Vous restez dubitatif ou perplexe? Non, pas du tout. Je m'érige en faux contre ce qui se dit ça et là.
Je sais qu'il y a eu des coups de fil et des personnes qui sont proches, des sensibilités qui sont proches, peuvent s'appeler et donner des indications. Et parlant de main visible, je pense qu'il y a des personnes qui sont connues et qui ont appelé et qui ont demandé à des députés de pouvoir manifester leur opposition à ce projet. Non, on est en politique, c'est quasiment normal. Maintenant, cela dit que il y a eu de l'espèce trébuchante, je ne peux rien ça, dire. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Vous ne pouvez je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Témoigner. Je crois qu'il serait inutile de demander à Maître Abraham Sissoundouré d'opiner sur la question. Il n'était même pas au Parlement. Mais c'est la perception que les populations ont de ce que... Vous savez, quelqu'un m'a dit, c'est un collègue qui m'a dit un jour, Orden, toi tu es député de la mouvance, c'était ta position. Si tu avais été député par les temps passés, toi-même tu aurais senti que tu es député. C'est voilà, soit dit en passant que vous aurez reçu des mallettes. J'ai réfléchi et j'ai compris. Votre compte en banque se serait allongé de plusieurs zéros. Et cela dit, par rapport au compte en banque, moi, depuis 2 semaines, presque toutes les compagnies d'assurance m'appellent pour que j'aille faire des dépôts à terme. Parce qu'ils subordonnent des placements en bourse. Ils subordonnent des rentrées massives d'argent de l'autre côté. Vous comprenez? Et voilà ce qu'on véhicule dans l'opinion, ce n'est pas bon. Il faut que... Alors le chef d'État n'a pas parlé que de main visible pour essayer d'expliquer les ressorts de ce votre rejet. Il en a tiré les conséquences. Et il a dit désormais il va faire beaucoup de politique. Il a aussi sorti une phrase très très importante. Il n'a pas seulement dit qu'il ne revenait plus sur le projet, il n'allait plus remettre ça sur la table. Il a laissé un boulevard, ouvert un boulevard par rapport à sa promesse de mandat unique. Est-ce que c'est de ça que parlait déjà au soir du vote, dans une mine un peu défaite, mais comme dans une sorte de revanche, le garde des Sceaux? On va l'écouter. Il n'y aura pas de débat sur l'approbation du projet. Ce qu'il faut dire, c'est que notre Constitution reste en l'état. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'elle a de vertueuse demeure, tout ce qu'elle a de difficultés demeure, mais c'est un cheminement, c'est un combat, il se poursuivra. Je pense que nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Chacun a usé de son libre arbitre et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques, c'est une question d'hommes et de femmes qui à un moment donné se prononcent et apprécient. Il appartient à l'autorité politique de tirer les conséquences les plus appropriées. Je crois que le président de la République va les tirer et les membres de son gouvernement aussi. Il a l'habitude de le faire et que même si nous sommes fortement convaincus qu'il faut réviser notre Constitution, je pense qu'à un moment donné, ce peuple réussira à le faire. Peut-être pas de notre temps, peut-être bien que oui, de notre temps aussi. Et donc, chacun appréciera le moment venu. L'autorité va tirer les conséquences. Il les a tirées sur notre plateau quand on lui a demandé, alors la promesse du mandat unique qui était au fronton du projet de révision, des points clés du projet de révision constitutionnelle, il a indiqué, il n'a plus été affirmatif, il n'a plus maintenu son désir de faire mandat unique. Il a dit qu'en 2021, il avisera. Donc du coup, ça déjoue énormément de cartes, beaucoup de perspectives, ça peut ruiner des ambitions dans vos rangs, des ambitions présidentielles, autant que ça peut contrarier et effrayer des ambitions politiques dans le camp en face. Vous savez, la logique du président Comment de vous la l'avez République... accueilli? Très bien. Ah oui? Ah, moi, très bien. Parce que déjà, juste après le vote, personnellement, je ne me sentais plus engagé par cette promesse-là. Parce que... Pourquoi? Quand le président de la République nous a engagés dans le renoncement au double mandat, pour nous fixer sur le mandat unique, nous avions discuté. Parce que vous savez, vous prenez le pouvoir alors que la Constitution vous permet de rempiler si vous faites bien. J'ai dit si vous faites bien en principe, hein. Alors vous, de votre propre chef, vous décidez à titre pédagogique. Et le mot pédagogique est important pour moi. À titre pédagogique, d'y renoncer pour pouvoir convaincre vos concitoyens sur un modèle que vous pensez être profitable, être un modèle d'avenir
pour votre pays? C'est ça la question. Et le président de la République a dit qu'il n'a pas de problème particulier par rapport au mandat unique. Certains disent, mais, et j'ai écouté beaucoup de personnes dire, mais si lui, il veut faire un mandat unique, il n'a qu'à faire son mandat unique et laisser les autres faire leur double mandat. Ils n'y sont pas du tout. C'est parce que le président de la République... déjà un autre candidat pour lui succéder? On n'en est pas là, M. Sounouvou. Le débat de fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Les questions de candidature, c'est des questions secondaires. Après, c'est le principe qu'il faut que nos populations comprennent. C'est-à-dire que voilà le président de la République qui étudie le modèle et qui nous propose d'avoir un modèle à mandat unique. On a compris le principe, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Un modèle à mandat unique, mais c'est ce qui est derrière le principe qu'il faut voir. Voilà, mais maintenant par rapport aux déclarations. Laissez-moi dire ce mot-là, s'il vous plaît. Sinon, allez-y, s'il vous plaît. Le président de la République dit, je veux soumettre un projet de révision. Dans ce projet, il sera mis que mes successeurs auront un mandat unique. Mais voici que lui-même est élu sur la base d'une constitution qui lui permet d'avoir 2 mandats. Absolument. S'il en décidait ainsi. Mais pédagogiquement, ça crée un problème. Si lui ne renonçait pas à la possibilité donc de rempiler, il aurait du mal pédagogiquement à convaincre ses successeurs d'avoir accepté le mandat unique. Et ce problème s'est même déjà posé avant même la campagne électorale, où les populations disent non, il va le dire, mais après il ne va pas le faire. Et c'est lui-même qui a trouvé le mot. Les jurys se sont réunis pour bâtir son projet de société sur la question. C'est lui-même qui a dit, mais ce que vous allez mettre, il faut mettre donc dans le projet que personne ne peut être candidat à la présidentielle s'il a été déjà une fois président de la République. Il se trouve qu'à parce qu'il le dit, de ce vote rejet, c'est l'actuelle constitution qui va s'appliquer à lui. Il a dit qu'il s'incline. On aurait pu dire qu'il est de mauvaise foi s'il ne l'avait pas maintenu dans son projet. Très bien, mais maintenant, il dit que, bon, puisque son projet a été rejeté, il s'incline et il se fait appliquer à lui la constitution en vigueur. Il ne s'agit pas de lui, bien sûr. Il ne s'agit pas du président de la République, il s'agit de nous. Il s'agit de justement, toutes ces personnes de vous, qui ont pris qu'est-ce qui va se passer maintenant, après qu'il lui fait cette déclaration? Mais vous nous avez suivis samedi dernier, face à nos militants. Parce que le choix politique de transition du président de la République, c'est nous qui en sommes les principales victimes de ce choix. Moi, j'ai été secrétaire général de la campagne du président Patrice Talon. Puisqu'il nous reste 2 minutes. Plaît, à 2 minutes seulement. Oui, déjà, il nous reste 2 minutes, ça va très vite, 52 minutes. Dites-nous s'il y aura un regroupement beaucoup plus resserrement de rang autour du chef de l'État, cette fois-ci. Il y a 60 députés, il y a 60 députés qui ont voté pour. Est-ce qu'on va assister à un regroupement politique du style UBF ou du style FCBE autour du chef de l'État? Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans son modèle politique, et que nous, en tant que députés, on va essayer de rattraper au Parlement. La révision de la Constitution a été rejetée, mais la question du financement public des partis politiques est une question majeure. Si on peut légiférer dessus, il faut y aller. Est-ce que vous voyez la question du regroupement des partis politiques? Justement, c'est la question que je vous pose pour savoir si la déclaration du chef de l'État, maintenant qu'il laisse les jeux ouverts éventuellement par rapport à la possibilité pour lui en 2021 de rempiler, est-ce que ça ne va pas recomposer la classe politique, notamment au Parlement, reconfigurer le Parlement? Si vous permettez, il nous reste 1 minute. Est-ce que, selon vous, on peut arriver... Je voudrais dire qu'il y a une nouvelle dynamique. Cette dynamique majoritaire de 60 députés qui sont pour la révision. En face d'eux, vous avez une minorité de blocage. Il faut savoir, cette dynamique-là, est-ce qu'elle sera durable? Est-ce qu'elle est circonstancielle? Ça, c'est un élément important. Je vais aviser le président de la République. Je crois qu'on vient de dire que le vote est un vote politique. À un vote politique, il faut s'attendre à une réponse politique. Et ça, j'insiste parce que j'ai vu beaucoup d'analyses pour dire qu'il n'avait pas subordonné son mandat unique à quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai, il faut le dire. Il a dit « je vais en consultation populaire ». C'est une parole du président. On lui a opposé la Constitution pour dire « vous ne pouvez pas ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné. Sa parole-là n'a pas été supérieure à la Constitution. Une autre parole, je vais aviser. Et on dit, ah, et pourquoi il doit dire ça? Je dis, c'est pas juste.
il faut concéder. Quand vous êtes sur un ring et vous êtes en mort, vous recevez des coups, vous en donnez. Je crois qu'il faut concéder au président que les cartes soient rebattues. Hein? Il y a un mot célèbre d'un de nos anciens présidents, ne m'enterrez pas vivant. C'est-à-dire que les gens disent, ah, lui, il veut faire, il n'a qu'à faire un mandat, nous on va continuer de faire. Ça n'a pas de sens, puisque lui, il a dit, je veux, c'est un idéal. Un mandat unique, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes successeurs. On vient de lui dire, non, non, c'est pas bon pour tes successeurs, il faut que ce soit bon pour toi. Ça me paraît pas. Du haut de votre expérience, une reconfiguration politique à l'Assemblée. D'oiseaux, tout ça là. L'analyse me paraît partiale, prématurée. Celui qui dit je vais aviser, il ne dit pas qu'il sera candidat, mais il veut dire tout simplement, en 2021, vous compterez avec moi. Qu'il soit candidat ou pas, je serai là. Et c'est important. Et dès qu'il a dit ça, j'ai entendu des choses, Absolument. Des gens sont tombés malades. Je dis, mais quelle est cette... Les militants sont libérés. Vous avez déjà un agenda pour vous regrouper davantage? Juste pas encore? Non, c'est une obligation. Je pense qu'il faut qu'on aille que le projet soit rejeté ou pas. La tendance naturelle, c'est vers le regroupement. Très bien. Et je pense qu'avec ou sans la révision, il faut que les partis politiques se parlent et qu'on aille vers la formation de grands blocs. Déjà, les prochains jours vont nous montrer la configuration des groupes parlementaires qui ont été touchés donc, par ce vote-là. On attend de voir ce que deviendront les groupes parlementaires. Et puis après, les discussions vont continuer. Et vous aviserez vous aussi? On avisera. On avisera. Merci beaucoup. Ainsi a parlé le chef de l'État le 8 avril dernier sur les plateaux de la télévision nationale. En 2021, j'aviserai, il laisse comme ça complètement ouverte la possibilité de refaire un autre mandat. Il ne l'a pas encore affirmé définitivement. Ce qui est sur les cartes sont totalement remises à plat de ce point de vue. L'honorable Orden Aladatien vient de dire que de toute façon, dans leur camp, des possibles regroupements se profilent à l'horizon. Il y aura sans doute au Parlement une reconfiguration. Est-ce qu'on va assister à une consolidation du groupe des 60 aficionados qui ont voté pour le projet de révision constitutionnelle? Les prochains jours, nous édifierons. Pour le moment, moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On a essayé d'inviter face au député qui a voté pour, un député du camp des 22 qui ont opposé un non et qui ont ici créé une minorité de blocage avec le député abstentionniste. Malheureusement, on n'a pas pu. On aurait pu entendre des paroles contradictoires, au contraire, pour nous éclairer davantage sur les jeux qui se sont faits, les enjeux et ce qui se dessine. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, député. Merci. Orden Aladatine d'être Maintenant, on va se concentrer sur le programme d'action du gouvernement. On va revenir, voilà. Et vous allez passer enfin à l'exécution de ce programme. Merci à vous, maître Abraham Ginoro, d'être passé. C'est un partisan. Révision ou pas, il faut y penser. Qui sait, peut-être que ça pourra être remis sur la table. Merci de nous avoir suivis. À très vite.